Le monde est confronté à des défis sans précédent. Des problèmes tels que le changement climatique, la pauvreté et l'injustice sociale menacent notre avenir commun. Mais savez-vous que ces questions ont été déjà soulevées il y a plus de 50 ans par un groupe de penseurs visionnaires qui s'est trompé absolument sur tout. Bienvenue dans le monde du Club de Rome, une organisation fondée en 1968 par un groupe d'universitaires, de scientifiques et de décideurs de premier plan qui se sont réunis pour trouver des solutions à certains des problèmes les plus pressants de notre temps. Ce groupe de réflexion élitiste, composé de scientifiques de tous ordres, d'industriels et de fonctionnaires internationaux, regroupe en son sein plus de 50 nationalités différentes. Je me demande si ça me rappelle pas quelque chose. Formé dans les années 60, le Club de Rome s'est notamment fait connaître après la publication d'un rapport audacieux connu sous le nom de The Limit of Growth en 1972. Ce dernier a provoqué une onde de choc au sein de la communauté politique et scientifique. La raison était toute simple, c'était la première alerte sérieuse sur les dangers encourus par l'environnement. Oh, décidément, ça me rappelle quelque chose. Ce rapport contenait des prévisions très pessimistes sur le monde et sur son avenir d'une façon générale. Oh bah décidément, ça me rappelle quelque chose. Seulement, voilà, ce rapport s'est absolument trompé sur tout. Bonjour, je suis François Xavier et je vais vous parler du Club de Rome. Le rapport de l'étude menée par le Club de Rome parle en gros de changement climatique ou encore de la fin du pétrole. Alors, quelles sont les origines du Club de Rome? Eh bien, c'est en 1968 que des capitaines d'industrie, des hauts fonctionnaires de l'ONU, des scientifiques et des présidents de pays vont se rencontrer au cours des discussions à l'OCDE. Ces acteurs décident de mettre un groupe de réflexion sur pied. Celui-ci est appelé Club de Rome en lien avec le nom de la ville qui les reçoit pour la première fois. Un des cofondateurs, Aurélie Pessé, va définir l'enjeu de ce groupe de discussion. Il s'agissait de réfléchir sur les problèmes complexes que rencontre la planète. Là aussi, ça me rappelle quelque chose. Il s'agit par exemple de la dégradation de l'environnement, de la pauvreté au milieu de l'abondance et de l'étalement urbain non contrôlé. Décidément. C'est aussi le cas de la perte de confiance dans les institutions, le rejet des valeurs traditionnelles, les problèmes économiques divers et l'aliénation des jeunes. Pour le club, les connaissances que l'on avait à l'époque ne permettaient pas de déterminer les causes de ces différentes tendances de manière exacte. De plus, elle ne pouvait pas déterminer la portée de ces dernières ou établir un lien entre elles. Voilà pourquoi il était difficile de trouver comment réagir face à une situation donnée. Voilà la généalogie du rapport. Bref, rapidement, le Club de Rome apparaît comme le lieu par excellence où sont traitées des questions existentielles du capitalisme industrialisé. Selon ces penseurs, les liens entre les éléments qui composent un système complexe sont également très importants pour comprendre son évolution. Le système complexe que va étudier l'équipe Meadow, l'équipe du rapport de Rome, est le système socio-économique mondial. Il fallait faire un lien entre celui-ci et les autres composantes de la biosphère. En d'autres termes, il faut considérer les nombreux éléments constitutifs de l'économie, de la démographie et de l'environnement comme un unique système. Celui-ci est doté d'innombrables interactions. Là aussi, ça nous rappelle quelque chose de très actuel. Leur modèle informatique, qui est le Word 3, va simuler ce système. Et les principales composantes de ce dernier sont la production industrielle et la production agricole, les ressources naturelles, la démographie et la pollution. Encore des choses extrêmement actuelles. Word 3 va produire des projections de divers scénarios sur 200 ans. Les auteurs vont en retenir 12 au cours du rapport. La plupart de ces hypothèses vont être structurées autour des politiques socio-économiques en vigueur à l'époque. Le scénario 1 va servir de ligne de base. Le scénario 1, c'est sans véritables efforts pour contrôler la démographie, l'émission de polluants ou encore la consommation des ressources, la production industrielle va décliner au cours du premier tiers du XXIe siècle, ce qui va entraîner la décroissance des autres secteurs vitaux de la production alimentaire. C'est aussi le cas de certains services comme la santé par exemple. Et là encore, on a quelque chose d'extrêmement actuel. Pour chaque scénario, ils vont simuler les
les effets sur la globalité du système qu'entraînerait l'introduction d'innovations qui visent à contourner les limites. En d'autres termes, les effets procurés par des technologies qui permettent la diminution de l'usage des ressources et la lutte contre la pollution. C'est aussi le cas de l'amélioration des rendements agricoles et la lutte contre l'érosion des sols. Et le résultat de ces analyses est assez saisissant. En effet, à chaque nouvelle simulation, le système faisait face à une nouvelle limite physique qui conduit à l'effondrement de l'économie. La conclusion du Club de Rome est claire. Plus on essaye de supprimer une limite pour aider la progression de la croissance et plus une autre limite survient. Seul un des 12 scénarios retenus aide à éviter un dépassement des limites. Il s'agit de combiner les innovations technologiques avec quelques changements de valeur sociale. Ceci est aussi valable pour les priorités civilisationnelles. En d'autres termes, pour le Club de Rome, repousser les limites découvertes à coup d'adaptation technologique et d'innovation des marchés ne les élimine pas. Cela revient tout simplement à les renvoyer pour plus tard. Seule la croissance zéro permet d'éviter l'épuisement des ressources naturelles qui pourrait être catastrophique pour l'humanité. L'humanité doit donc stabiliser sa population et sa production pour corriger le problème. Là encore, ça me rappelle terriblement quelque chose. Mais quoi ? Alors, le rapport Mido du Club de Rome, il a été très critiqué dès le début. Les premières critiques viennent principalement des économistes. Ces premières critiques, elles accusent le rapport Mido de favoriser les pays riches au détriment des pays pauvres. Cet argument connaît plusieurs déclinaisons. De plus, le Club de Rome considère la catastrophe comme un événement futur qui pourrait briser une dynamique ascendante de longue durée. Mais beaucoup de scientifiques pensent alors qu'il s'agit d'un point de vue occidentalo-centré. En effet, l'approche du club ne tient pas compte du fait que la majeure partie de l'humanité soutient que la vie est plutôt difficile dans le présent. En d'autres termes, la catastrophe est éprouvée chaque jour dans les pays sous-développés. Par ailleurs, la structure du modèle mathématique qui soutient la croissance zéro est également très critiquée, comme un tout, ce qui efface les rapports de domination d'un groupe de pays sur l'autre, ce qui reviendrait à préconiser de geler les inégalités de richesse à leur stade au moment du rapport 1972. Les auteurs de ce rapport sont en outre accusés de technocratisme. En effet, à partir de leurs institutions prestigieuses, ils souhaitent dicter la vie de l'ensemble de la planète. De plus, ces propositions sont faites à partir d'ordinateurs et de modèles mathématiques dernier cri qui incarnent la domination technologique des USA. Toutes ces plaintes font finalement passer le rapport de Mido comme un objet historique assez ambigu. D'une part, ce dernier va critiquer un modèle de croissance et ses effets écologiques délétères, et d'autre part, il invite une certaine élite mondiale à préserver ses privilèges en délaissant la majeure partie de la population. Mais au moins, est-ce que le modèle utilisé par le Club de Rome, est-ce que leurs prédictions étaient exactes ? Eh bien, pas du tout. L'originalité du rapport du Club de Rome, ça repose sur sa capacité à intégrer le flux de la croissance démographique, la dynamique des stocks, et puis tout ce qui est pollution, la pollution industrielle par exemple, et puis la production par tête et l'exploitation des ressources naturelles. Les extrapolations de cette théorie vont être relativement robustes jusqu'au début du XXIe siècle. Et après cette période, l'indigence de la modélisation et les conclusions dites catastrophiques vont être complètement discréditées. En d'autres termes, le scénario de base anticipe un pic pour tout ce qui est réserve de matières premières et tendance économique. Mais par la suite, il anticipe aussi un effondrement des productions industrielles et alimentaires mondiales pendant la première décennie du XXIe siècle, de 2000 à 2010. Et la réalité sera tout autre à partir de l'an 2000. En effet, la production industrielle mondiale, loin de s'effondrer, va progresser de 54%. Et la population, elle, va progresser de 28%. Ce qui implique une évolution de la production par habitant de 22%. Pour ce qui est de la production des céréales par habitant, elle augmente de 17% entre 2000 et 2018, ce qui est radicalement opposé à ce que le modèle avait
prédit. Ce qui implique donc que le rapport de Meadow et sa méthodologie ont perdu toute crédibilité auprès de plusieurs économistes et de chercheurs environnementaux. Par contre, il va rester assez populaire chez les écologistes. En somme, le rapport de Rome s'est trompé, sans l'ombre d'un doute. Mais les défenseurs de l'équipe Meadow lui trouvent deux circonstances atténuantes. Premièrement, il est impossible de demander à un modèle mathématique de donner des projections précises à un horizon de 50 ans. Mais dans ce cas, pourquoi le faire actuellement avec le GIEC? Par ailleurs, le rapport a permis de prendre conscience de la forte non-linéarité des évolutions. C'est-à-dire que les évolutions se font de manière saccadée et qu'il est donc impossible de les prévoir réellement sur le long terme. Mais comme le rapport intégrait la pollution industrielle dans de multiples variables du système, eh bien, les mouvements écologistes ont opté pour la décroissance économique au nom de la sauvegarde de la planète. Et c'est exactement ce que l'on retrouve aujourd'hui avec les rapports du GIEC. Alors, le Club de Rome a-t-il encore un avenir? Son combat sur les défis écologiques et économiques a-t-il encore un sens? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le GIEC a plus de légitimité que le Club de Rome pour faire des prévisions à très long terme sur des accidents et des catastrophes climatiques qui sont censés nous arriver? Est-ce que lui arrive à faire ce genre de choses alors que le Club de Rome, on l'a vu, s'est entièrement trompé sur ses conclusions? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à très bientôt.